Un entrepreneur, il doit entreprendre selon un certain nombre de contraintes. J'aime la contrainte. La contrainte, elle est importante. Si t'as pas de contrainte, à un moment donné, elle est mauvaise. La notion de vision, elle est très importante pour un entrepreneur parce que sinon, tu es focusé sur ce que tu es en train de faire là maintenant et tu dois régulièrement, et moi régulièrement, mes équipes me disent Manuel, on a besoin de vision là, c'est pas assez clair. C'est quoi la vision? C'est quoi dans 6 mois? C'est quoi dans 1 an? C'est quoi dans 5 ans la boîte? Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon, là, je démarre l'enregistrement parce que sinon, on allait faire l'épisode de podcast sans l'enregistrer parce que ce qu'on se disait était beaucoup trop intéressant pour continuer. Donc là, on vient de couper un peu brut notre conversation qui était vraiment passionnante avec Manuel du coup et donc il fallait enregistrer sinon on allait garder secret. C'était comme notre premier appel qui était passionnant. Mais en fait, il faut enregistrer ces moments-là. Ça serait un peu bizarre de le faire, mais on délivre énormément à ce moment-là. Comment tu vas, Manuel? Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Bah écoute, moi ça va au top. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. En plus on se contacte au moment où vous faites un pivot sur la boîte. Donc on va parler en fait c'est à peu près juste parfait quand tu veux organiser un podcast. Faut toujours essayer de rallier ça à un élément d'actualité. Essayer qu'il y ait une actu donc macro, une actu micro chez l'invité et qu'il y ait une expertise et qu'il y ait une story. Donc toi, tu coches toutes les cases. Donc logiquement, on fait un épisode de ouf aujourd'hui. J'ai tout ça. Bon, trop bien. Bon, déjà, est-ce que avant qu'on démarre dans le dur, est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore toi et puis Frida aussi? Claire. Je m'appelle Manuel, j'ai une quarantaine d'années, je suis entrepreneur depuis mes 26 ans, donc j'ai commencé assez tôt l'entrepreneuriat, j'ai commencé dans la finance et on a monté la startup Frida il y a à peu près 2 ans, une application mobile pour être autonome sur son crédit immobilier. Il s'est passé plein d'événements, on aura peut-être l'occasion d'en discuter et il y a une évidence qui est venue à nous, la transition écologique des logements. On a commencé à regarder la data open source qui était disponible, elle est incroyable. Il y a un momentum qui est très particulier, des attentes qui sont présentes et donc du coup c'est pour ça qu'on s'est lancé. Et aujourd'hui donc je suis le cofondateur de Frida Green et le CEO. Et donc du coup ouais, très bien. Ok. Donc et ta cofondatrice, elle occupe quel poste d'ailleurs? On en parlait tout à l'heure, mais c'est quoi toi t'es CEO et elle du coup plus opération? Elle, je pense que alors non plus présidente, donc du coup plus une fonction avec les institutionnels, les corporates. Elle vient de la fintech. Il y a un gros enjeu sur la finance verte, et donc l'idée au départ, c'est qu'elle travaille sur cette partie. Moi, je m'occupe de l'opérationnel pour le coup, et elle plus que tout ce qui est discussion avec les institutionnels, les corporates. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Trop bien. Moi, j'aime beaucoup ta démarche et je me sens concerné en tant qu'utilisateur parce que, bon, déjà, l'immobilier, bon, ici, j'en rigole à chaque fois parce que les gens veulent de l'immobilier dans tous les épisodes alors que c'est pas du tout l'objet du podcast. Mais donc voilà, donc j'aime bien l'immobilier comme les Français de manière générale. Mais en fait, mon niveau de conscience écologique, il est quand même pas très haut. Il est pas très haut. Moi, je suis pas, mais par contre, il y a un truc sur lequel je suis intransigeant, c'est la débilité, je la remarque direct. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a des choses, donc mon niveau de conscience écologique, il est pas incroyable, mais les choses complètement débiles que l'humain peut faire, ça par contre ça par contre je suis très conscient sur ça. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tu viens me chercher sur le côté où en fait il y a des évidences au quotidien dans nos habitudes de consommation et même de vie, du coup, parce que là on parle du logement, donc c'est directement la vie. Et à côté de ça, oui, je roule pas en vélo, clairement. Je roule pas en vélo, machin, etc. Donc en fait, j'ai l'impression et on en parlait avec Emric de 900 Care, que cette conscience écologique, maintenant, elle est beaucoup moins moralisatrice, elle va juste sur le bon sens, et du coup, ça rallie beaucoup plus de monde comme moi. Est-ce que tu le remarques, toi, à ton niveau? Ouais, clairement, tu vois, je sais pas si le parallèle est bon, mais aujourd'hui, on se pose pas la question à mettre une ceinture de sécurité.
Bah pourtant, il y a 40 ans, on mettait pas forcément une ceinture de sécurité. Et peut-être que demain, on fera un certain nombre de gestes, ça nous paraîtra évident de les faire et ce sera même pas contraignant. Enfin aujourd'hui, ça pose problème à personne de mettre une ceinture de sécurité. Donc oui, bien entendu, il y a une évolution, il y a une évolution des consciences, et c'est important parce que c'est urgent quand même là. Donc c'est important que les usages changent, que les consciences changent et qu'on fasse évoluer notre mode de consommation. On a deux options, hein. Soit ça va être extrêmement violent si on fait rien, soit si on commence à faire des choses. Moi, je pense qu'il est encore temps de changer un petit peu la dynamique qui est en cours. Donc, il faut effectivement que les usages changent et il faut qu'on soit capable de créer des nouveaux usages qui sont simples, qui sont évidents, qui sont aussi confortables et qui est une carotte. Enfin, c'est un mode Caillou, je crois, de Ken God qui disait je préfère la carotte au bâton. Donc il faut la carotte et nous on est là pour apporter la carotte. Trop bien. J'ai adoré lors de notre appel parce qu'à un moment tu m'as mis, alors j'étais au téléphone en l'occurrence donc tu l'as pas vu, mais tu m'as mis un peu sur le cul parce que tu me dis c'est une super opportunité en fait que l'essence soit à plus de 2 euros et que en fait le gaz coûte très cher et que parce que en fait ça va nous obliger justement. Tu parlais de la carotte et du coup de pied au cul. Ben, ça va nous obliger justement à prendre, à bouger les choses et c'est le mieux, c'est pour le mieux en fait, c'est dans le sens écologique, ça nous oblige. Sinon, si on gardait l'essence à 1 euro ou à 50 centimes, on n'aurait pas en fait l'effort à faire. Et donc, du coup, là-dessus, j'étais là, oh, j'ai pas compris de suite et j'ai dit, ok, mais en fait, c'est juste évident, on est des putains de bourrins en fait. Ouais, mais c'est notre nature, c'est aussi notre force à un moment donné. Mais on est comme ça. On va vers les opportunités, on réagit à des contraintes, et tant qu'effectivement tout est gratuit, que ça n'a pas de valeur en face, pourquoi se prendre la tête, quoi? Enfin, sinon c'est vraiment quasi philosophique. Tant que c'est philosophique, tout le monde n'a pas le temps de se positionner que sur un positionnement philosophique. Donc là, c'est du concret, et le concret va nous faire agir. Et effectivement, associé à l'immobilier, c'est extrêmement concret. Et demain, on va être amené peut-être à changer massivement la performance énergétique de nos logements. Et on ne fera pas que pour des raisons idéologiques ou des raisons philosophiques. On le fera pour des raisons extrêmement terre à terre, extrêmement pratiques. Et c'est comme ça que les changements arrivent pour moi. Et tout ça, c'est donc c'est poussé donc du coup par la contrainte économique de chaque foyer, mais c'est également poussé par des lois et notamment des lois qui vont contraindre ton, le financement immobilier qui est ton métier d'origine, enfin ta première boîte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu maintenant comment réagissent les banques et ce qui du coup a un petit peu induit votre pivot par rapport à tout ça? Effectivement, il y a un aspect réglementaire. Il y a des objectifs européens, donc si on essaie de contextualiser ça, qui est l'objectif de la neutralité carbone en 2050. L'objectif qu'on doit se donner, si on veut arriver à changer la trajectoire du changement climatique, c'est tendre vers la neutralité carbone en 2050. Pour y arriver, il faut en gros que chaque individu ait à peu près 2 tonnes de consommation de CO2 par an. Le logement va représenter 30% de l'impact carbone sur une année pour un individu. Donc l'enjeu effectivement, c'est d'arriver à réduire significativement l'impact carbone des logements. Du coup, la réglementation européenne s'y met en disant on va contraindre, par exemple aujourd'hui, les bâtiments commerciaux de plus de 1000 mètres carrés ont une obligation déjà de partager leur consommation d'énergie. Ça va sortir là dans quelques mois, c'est avec l'ADEME, et ils ont une obligation d'ici 2030 de baisser de 40% cette facture-là. C'est obligatoire, sinon ils vont payer des amendes. Donc l'aspect, c'est pas encore contraignant pour les individus, pour les personnes physiques, mais pour les entreprises, ça commence à être contraignant. Donc il y a le législateur au niveau européen et au niveau français qui dit il faut que les choses elles changent. D'un point de vue de la finance verte, c'est la même chose. Ils se rendent compte qu'ils financent des biens immobiliers. La crise des subprimes aux États-Unis en 2008 est venue par un sous-jacent immobilier qui était en train d'exploser et du coup ça a généré une crise financière. Donc les banques qui financent l'immobilier résidentiel des particuliers s'exposent si à un moment donné il y a du défaut de paiement. Le défaut de paiement en 2008 il est intervenu parce que les taux d'intérêt ont explosé et qu'il y a eu une insolvabilité qui s'est créée. Les défauts de paiement peuvent intervenir parce que les biens n'ont plus de valeur ou leur valeur est complètement dépréciée parce qu'il y a des changements climatiques qui annulent complètement cette valeur-là. Donc les banques sont très sensibles à la qualité des biens
qu'ils vont financer dans le futur et des biens qu'ils ont déjà financés. Donc effectivement, ils mettent en place un certain nombre de dispositifs qui vont arriver au fur et à mesure, de manière à mieux gérer, à mieux inciter les logements avec une haute performance énergétique. Tout ce qui est aujourd'hui mis en place, comme le DPE, le GES, etc., en fait, ça servait à protéger le futur propriétaire pour qu'il soit un peu au courant des conditions. Mais en fait, réellement, tu pouvais acheter d'une n'importe quelle classe énergétique et être Oui, financé sur oui, ça, jusqu'à maintenant. clairement, tu pouvais financer n'importe quelle classe énergétique et, et personne ne regardait. En vrai, enfin, moi, j'ai fait énormément d'immobilier. Je suis passionné d'immobilier. Ça a rarement été un sujet pour moi, la performance énergétique. C'est un document qui était quand même assez illisible, auquel il y avait une lettre, mais quelle était la vraie valeur de cette lettre-là. Puis, on n'avait pas l'impact. Enfin, moi, on m'a jamais dit, attention, si le bien que tu vas revendre demain, s'il a un mauvais DPE, il sera vendu moins cher. Non, enfin, moi, j'ai vendu pas mal de biens immobiliers. On m'a jamais dit, ah ouais, le DPE, en fait, il est à E, je trouve que c'est pas top, j'aimerais bien négocier le prix. Non, le bien, il m'intéresse, je l'achète. Donc, le DPE existait, mais on l'avait pas pris en main, chez particulier. Aujourd'hui, on commence à le prendre en main, on commence à prendre en main la lettre. Le DPE en lui-même, ça reste quand même un document qui est assez difficile à lire. Et donc du coup, nous, quand on interroge nos utilisateurs, relativement peu sont capables de retranscrire ce qui est dans le DPE. Mais la lettre, déjà, c'est un sujet parce que effectivement, on va pouvoir y associer une consommation d'énergie. Et ça, pareil, c'est un nouveau sujet. Enfin, jusqu'à il y a pas longtemps, ça n'a jamais été un sujet pour moi. Combien ça va coûter la facture d'énergie, de production de chaude sanitaire et de chauffage. Aujourd'hui, c'est un sujet. Quand tu vas payer 6 000 à 7 000 euros par an ou 500 ou 1 000 euros par an, sur la facture à la fin de l'année, ça fait une sacrée différence. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui se télescopent. Il y a une explosion du coût de l'énergie qui arrive et qui fait qu'on va commencer à regarder de plus en plus la performance énergétique d'un bien. Et il y a un enjeu aussi sociétal autour de la conscience de la transition énergétique nécessaire. France 2, hier, pour la première fois dans sa météo, indique l'impact du réchauffement climatique. C'est-à-dire que ils ont dit, là, hier, on est à plus 5 degrés par rapport à la moyenne qu'on avait. Donc, tous les jours maintenant, lorsqu'on va regarder la météo sur France Télévisions, on va avoir un indice autour du changement climatique. Et tout ça, ça va augmenter. Et il faut le prendre avec ce que c'est. Ça va nous faire changer des usages. C'est tout. C'est pas dramatique. C'est pas la fin du monde. C'est quelque chose quand même qui est assez complexe, qui est en train d'arriver. Et on va changer chacun au fur et à mesure. Et on va juste modifier nos usages. Et dans l'immobilier, nous, ce qu'on défend, c'est que, attention, aujourd'hui, c'est une prise de risque d'acheter un bien avec un mauvais DPE, clairement. Parce que la loi, bientôt, Et, interdira de louer certains biens, notamment F, G, enfin, au fur et à mesure, hein, ça va jusqu'en 2034. On a un peu de temps quand même, hein, mais à partir de 2034, on ne pourra plus louer des EFG. et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu sur le fait de se faire financer, le fait d'être contraint par la loi, le fait également, donc si on a un mauvais DPE, d'être contraint par la loi, de ne pas pouvoir relouer les permis de louer dans les villes, etc. Je pense qu'il y a une notion aussi énergétique là-dedans. Et il y a aussi le fait, donc ça c'est sur la faisabilité, mais l'attractivité du locataire, je pense que les locataires maintenant vont de plus en plus regarder la facture et vont pouvoir choisir parmi les appartements qui vont chercher à louer. Et donc du coup, ça peut même rendre le projet qui est sur le papier, quand on fait nos estimations, on part du principe qu'on va louer l'intégralité de nos apparts dans un immeuble de rapport, mais potentiellement ils iront chez le voisin avec peut-être une pièce de moins ou mais mieux isolée. Et donc, dans ce cas, ça rebat aussi l'écart de ce côté-là. Tu t'en rends compte, toi, déjà, de ça? Oui, clairement. Alors, sur la partie location, elle est plus côté investisseur que côté locataire aujourd'hui. Mais c'est normal, l'investisseur, lui, il projette sur du long terme. L'usage, il n'a pas fondamentalement changé. Pourquoi? Parce que déjà, il peut y avoir des marchés locaux plus ou moins tendus. Quand le marché il est tendu, voire très tendu, t'as pas trop le choix. Donc ça, déjà, mauvais ou bon DPE, t'as pas trop le choix. Il y a aussi une notion de conscience, c'est-à-dire que même si quelqu'un qui va louer sait qu'un mauvais DPE, c'est moins bien qu'un bon DPE, est-ce qu'il va être capable de faire le rapport précis en disant ce bien-là va me coûter 50 euros par mois d'énergie et celui-là 150? Pas immédiatement, mais moi je suis sûr que demain, on aura des outils où ce sera indiqué clairement dans des annonces immobilières, ça va vous coûter tant d'électricité par mois, ça va vous coûter tant d'électricité par mois. On le fait sur le Bon Coin maintenant systématiquement, il y a non seulement la lettre du DPE, mais il y a la consommation en énergie primaire, c'est-à-dire qu'on te dit ce bien il fait 240 kWh mètre carré.
c'est un peu technique encore, il faut multiplier par le nombre de mètres carrés et par le coût de l'énergie et compagnie, mais on va y venir, c'est une évidence. Juste pour contextualiser sur le prix de l'énergie en France, 1er février 2023, plus 15% du coût de l'énergie. Normalement, ça aurait dû être plus 100%, enfin plus 99%. On a eu plus 15% parce qu'on a un bouclier tarifaire de 45 milliards mis sur la table par l'État français. Au UK, ils ont fait plus 100%. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 1er février 2024? On va pas dire, OK, cool, c'est bon, l'énergie fossile, en fait, ça coûte rien, le nucléaire, tout est reparti, c'est OK. Bah non, non. On tend vers une augmentation progressive importante du coût de l'énergie. Donc, le constat qu'on commence à faire aujourd'hui, c'est que le début. Comme on a dit l'année dernière, l'été 2023, ça a été l'été le plus frais des étés qu'on va vivre dans le futur. En 2023, on vit le coût de l'énergie le moins cher des années à venir. Et donc, si tu pars de ce postulat-là, bah forcément, la performance énergétique d'un bâtiment, c'est quelque chose de fondamental à prendre en compte. Et demain, est-ce que ce sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais demain, un locataire, bien entendu, qui prendra en compte ce paramètre-là. Parce que quand il dépensera 300 euros par mois de facture d'énergie, bah celui qui coûte 500 ou celui qui coûte 200, bah il n'a pas la même attractivité. Tu vois, en ce moment, moi, je suis dans une double situation où je vends un immeuble et j'en achète un autre. J'ai les deux casquettes. Et donc, c'est en ce moment, d'ailleurs, si vous cherchez à investir, non, je rigole. Mais en gros, ouais, je vends ça. Donc, aujourd'hui, l'impact la classe énergétique de mon bien, elle doit impacter à quelle hauteur et de quelle manière le coût de ce que je vais acheter ou de ce que je vais vendre d'ailleurs. Comment je peux anticiper un petit peu tout ça? Comment je peux essayer d'être juste comment le marché va m'imposer ces contraintes de DPE, etc. Alors, le marché, il fonctionne sur une offre et de la demande. L'offre et de la demande. Du coup, l'étude des notaires, je publie un post LinkedIn par rapport à ça sur la valeur verte. Pour aller regarder, les notaires publient depuis 2013 la valeur verte d'un bien immobilier, c'est-à-dire la variation de prix d'un bien immobilier identique dans une même ville, au même endroit, entre un mauvais et un bon DPE. Sur les chiffres que l'on a de 2021, on n'a pas encore les chiffres de 2022, les chiffres de 2021, on a des écarts de 30% sur des maisons. Même maison, même endroit, même surface, avec un DPE FG versus un DPE AB. Sur les appartements, on a des écarts de 15% en 2021. En 2021. Combien c'est en 2023? C'est beaucoup plus. Nous, on constate des écarts max. Amplifié en plus par la hausse en 2022 qu'il y a eu. Bien sûr, amplifié par l'explosion du coût de l'énergie, sur le fait que tout le monde commence à se poser la question de la performance énergétique d'un bien. Nous, en 2023, là, on note des écarts jusqu'à plus 40%. En fait, le rapport de l'offre et de la demande, il est aussi lié à la notion de stock. Si l'offre devient plus importante que la demande, au-delà de l'attractivité pure du produit, il y a un effet de baisse de prix. Là-dessus, le marché de la transaction immobilière en 2022 fait moins 5% au national, tout type de biens confondus. Les biens DPE FG, entre le premier trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2022, c'est plus 40%. C'est-à-dire que là, on commence à mettre sur le marché énormément de biens avec des mauvais DPE parce que légitimement, les propriétaires se disent « Attends, j'ai pas envie de me prendre la tête, je liquide ». Là, on a une opportunité à Poitiers. Un propriétaire, il liquide 2 millions d'assets, 17 logements pour 2 millions d'assets avec des mauvais DPE. Il se dit « Je le balance, c'est maintenant, j'ai pas envie de me prendre la tête, peut-être que la valeur va être dévaluée dans les prochains mois. » Donc, il y a un effet d'emballement qui est en train de se créer et donc, du coup, qui crée de l'opportunité. C'est ce qu'il faut voir. C'est l'opportunité que crée, du coup, cet afflux de mauvais DPE. Un bon DPE, enfin, on n'est pas obligé de rénover un bien pour avoir une bonne performance énergétique. Le neuf génère des biens avec une performance énergétique incroyable. La réglementation, elle est dingue. La RE 2020 fait que vous avez des biens avec une performance énergétique incroyable. Sauf qu'aujourd'hui, faire construire sa maison ou acheter un logement neuf, ça coûte très, très cher. Donc, ceux qui ont les moyens, ils en profitent. Ceux qui ont moins les moyens, ils doivent passer par la case. Il y a des biens qui sont complètement dévalués avec des mauvais DPE. Je les transforme, je fais des travaux de rénovation énergétique et j'ai un bien du coup qui a pris plus 20% par rapport au marché parce qu'il a une bonne performance énergétique. Donc quand on est propriétaire, avant de vendre, il faut faire des travaux et quand on est acheteur, il faut acheter un bien avec des travaux et réaliser des travaux. Enfin, pour moi. Et justement, là tu me parles d'un différentiel de prix, admettons, de 30% sur une maison. Réellement, toi, de benchmark, ça te coûte combien sur une maison à 200 000
justement, en travaux, j'estime à combien? En moyenne, hein, évidemment, j'imagine qu'il y a plein de critères, mais est-ce que j'ai pour 30% de travaux? Parce que très souvent, on dit, tu fais une piscine chez toi, ça t'augmente juste le prix de la maison, de la valeur de la piscine, de la valeur de la maçonnerie de la piscine et de l'équipement. Donc, est-ce que c'est pareil pour est-ce que c'est pareil pour la remise en état énergétique? Alors moi, il y a une phrase qui m'a marqué. C'était au salon Rent en novembre. On n'avait pas encore fait le pivot Frida Green. Et c'est Se Loger lors d'une conf qui a dit ça. La rénovation énergétique devient rentable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, effectivement, tu devais miser sur la valeur verte future en se disant, OK, mon bien, il aura une valeur verte future pas existante, hein, qui va augmenter. Et donc, du coup, je vais rentabiliser mon investissement sur cette valeur-là. Aujourd'hui, ton investissement, alors, c'est difficile de donner un chiffre précis parce que il y a tellement de variations de coûts sur une rénovation, de variations de prix selon les secteurs, mais d'une manière générale. Aujourd'hui, et d'ailleurs, on va sortir bientôt un petit calculateur très simple pour s'amuser avec ça. Combien je mets 40 000 euros de travaux, qu'est-ce que je gagne en réduction de facture d'énergie, qu'est-ce que je gagne en valeur là. Tu vois, ça va répondre exactement à ta problématique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un différentiel du coût de l'énergie. Du coup, si tu mets 40 000 euros de travaux, que ces 40 000 euros te coûtent un crédit de 300 euros par mois, par exemple, et que du coup, ta facture d'énergie, tu l'as baissée de 300 euros par mois, t'es ISO. T'es ISO d'un point de vue balance de trésorerie mensuelle, mais surtout, tu as créé de la valeur verte. À minima 40, peut-être 50, 60 avec tes travaux. Donc ça, c'est la première chose. Et nous, d'ailleurs, chez Frida Green, chaque bien immobilier qu'on pousse à un client, on lui dit le coût de l'énergie du bien avant travaux, il est à 300 euros par mois. Et une fois que tu fais les 18 000 euros ou les 20 000 euros de travaux, ça te coûte plus que 50 euros par mois. Et du coup, ça, on va le financer sur 25 ans parce que quel est l'enjeu de réaliser des travaux? On peut faire un petit point là-dessus. On peut réaliser des travaux de rénovation énergétique à deux moments. Quand on est propriétaire de son bien ou quand on va acheter un bien. Quand on est propriétaire de son bien, nous, on a identifié deux contraintes. La première, c'est que déjà, on y habite à l'intérieur. Donc, du coup, c'est galère de partir pendant 3 mois, refaire tout l'intérieur et donc, du coup, revenir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut financer ces travaux-là. Donc, soit on utilise son cash, pas forcément le plus intéressant, soit on fait un crédit. Mais quand on a 30, 40 000 euros de travaux à faire ou 20, 30, c'est pas évident de faire un crédit immobilier pour ça. Du coup, on fait un crédit à la consommation et on fait ça sur une durée courte. C'est une durée courte, c'est une durée qui va maximum jusqu'à 10 ans. Donc, du coup, là, ta rentabilité, elle est altérée. Quand tu achètes un bien immobilier, déjà, les travaux, les 20, 30, 40, 50 000, tu les lis sur 25 ans. Tu vas bénéficier de travaux et quoi, après de zéro, que tu vas pouvoir faire des lissages et compagnie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je t'habite pas dans le bien, donc il est libre. Tu peux faire une grosse rénovation. Quel est l'enjeu de la transition écologique? C'est bien de faire un geste et de changer le système de chauffage ou une fenêtre. Mais le vrai enjeu, c'est la rénovation énergétique globale. C'est d'être capable de prendre un F, un G et de le transformer en B. Et c'est là où d'ailleurs on a le maximum d'aide. Hein. Aujourd'hui, quand on est capable d'avoir un bien qui est extrêmement performant, c'est là où on a le maximum d'aide. Donc là, tu as le temps de faire une grosse rénovation le bien il est pas somme dedans. La dernière chose, c'est que tu as un différé. Si tu es locataire ou si tu es déjà propriétaire, tu ne vas commencer à payer ton nouveau crédit que quand tu auras terminé les travaux. Donc en plus, pendant cette période où tu réalises les travaux, t'as pas les deux qui se cumulent. Donc c'est un formidable moment de faire des travaux de rénovation à ce moment-là. Et nous, ce qu'on démontre, c'est effectivement c'est une rentabilité immédiate, baisse de la facture d'énergie. Alors, il y a deux entrées. Entrée propriétaire occupant et entrée propriétaire bailleur. Entrée propriétaire occupant, pour nous, et c'est pour ça d'ailleurs chez Frida Green, nos clients sont principalement pour leur résidence principale parce que c'est toi qui es directement bénéficiaire de la baisse du coût de l'énergie. Quand tu réduis 200 euros par mois ta facture d'électricité, c'est toi qui en bénéficie. Si c'est ton locataire, comme on disait, tu vas pas forcément le louer 200 euros plus cher si tu lui fais baisser de 200 euros sa facture. Donc du coup, sur l'investissement locatif, c'est plus sur la projection future, sur la valeur du bien immobilier et sur la possibilité de le louer peut-être un petit peu plus cher que tu vas investir. Cela étant, attention, quand tu es propriétaire bailleur, tu as des dispositifs fiscaux incitatifs à la rénovation énergétique. Juste pour en citer qu'un, doublement du déficit foncier. Aujourd'hui, si tu fais des travaux de rénovation énergétique, l'État double le plafond du déficit foncier. Donc,
c'est pas négligeable. C'est pas ton locataire qui bénéficie immédiatement. Enfin, c'est lui qui bénéficie immédiatement d'une baisse de la facture d'énergie. Mais toi, d'un point de vue impôt, si tu réalises des travaux importants, c'est quand même une économie non négligeable. Donc du coup, tout le monde y trouve un bénéfice. Et nous, on est en train de démontrer que non seulement, pour répondre à ta question, tu as un effet immédiat, mais, mais en plus, tu capitalises sur une plus-value latente liée à la valeur verte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'accompagnes tes clients et qui sont tes clients? Aussi, tu nous disais que c'était essentiellement des propriétaires. Voilà, voilà, ça fait déjà une caractéristique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà quel est leur niveau de conscience sur écologique et économique, j'ai envie de dire. Parce que là, on parle de plein de choses. Et pour l'instant, on a très peu parlé d'écologie au final, parce qu'on se rend compte que c'est surtout un sujet économique. Enfin, c'est aussi un sujet économique. Du coup, comment tu les trouves tes clients? Aujourd'hui, donc comme je disais, on a deux types de clients, des clients qui veulent acheter une résidence principale et des clients qui veulent investir. On a à peu près 20-30% d'investisseurs et 70% de personnes qui veulent acheter leur résidence principale. L'enjeu de ces personnes-là, c'est de ne pas être capable forcément seul, de trouver le bien avec un potentiel de rénovation énergétique, d'être capable de simuler et de prédire l'ensemble du potentiel de rénovation énergétique, de s'occuper de trouver le bien, de le financer et de gérer les travaux de rénovation. Donc, certains bons professionnels sont capables de le faire par eux-mêmes, mais pour plein de gens, c'est compliqué de traiter tout ça. C'est déjà compliqué de trouver un bien, c'est souvent compliqué de le financer. On sait très bien avec notre app mobile Frida à quel point ça peut être compliqué. Donc, en plus, faire des travaux et gérer la rénovation énergétique, c'est compliqué. Aujourd'hui, quand tu dois envisager une rénovation énergétique, t'appelles un artisan, tu le fais venir, il va te dire, bah, ça va te coûter 15 000 euros. S'il est RGE, il va te dire, bah, ça va te permettre de modifier ton DPE de temps, mais c'est tout. Du coup, quand tu vois une annonce d'un bien immobilier, quand tu visites un bien immobilier, tu vas pas faire venir systématiquement tous les artisans pour qu'ils te chiffrent complètement le projet. Tu regardes le projet, tu dis, bon, bah, ok, je le prends, bah, non, je le prends pas. C'est impossible. Donc, du coup, nous, chez Frida Green, on fait de la prédiction. On est arrivé par la data, en fait. On a commencé à comprendre tout le potentiel de la rénovation énergétique par l'exploitation de la data open source. Aujourd'hui, 100% des biens qui sont en vente sont détaillés en intégralité à l'ADEME. Tous les biens immobiliers qui sont en vente ont un DPE l'ADEME qui détaille tout, jusqu'à la composition du mur. Tout est détaillé. On peut donc reprendre cette data-là, l'analyser et la projeter. Donc nous, ce qu'on est en train de construire chez Frida Green, c'est sur un bien immobilier qu'on perçoit, une annonce, un premier chose, de faire de la prédiction. De dire, bah, ce bien-là, il a un potentiel de rénovation énergétique de temps, on va faire tant de travaux, on va économiser tant d'énergie, on va passer de 8 tonnes de CO2 par an à 1 tonne de CO2 par an, et voilà comment on va le financer. Et on est en train même de construire en nous disant, bah voilà la valeur verte que tu crées en même temps. Parce que la valeur verte peut varier selon un certain nombre de critères, et on donne ça. Donc, tout ce que viennent chercher nos clients chez Frida Green, c'est le potentiel d'un logement dans un prisme de rénovation énergétique et de rénovation esthétique. Donc eux, ils ont conscience. Donc il y a une conscience écologique qui est pour tout le monde. Cela étant, on n'est pas non plus face à des gens qui sont ultra par rapport à ça. Je pense que on a tous un degré de conscience écologique. On n'est pas là pour autant à le crier sur tous les toits et à vouloir le crier sur tous les toits. L'enjeu de conscience écologique, il est lié, comme tu disais, à un bon sens en fait. C'est juste du bon sens. Et c'est ça qui change aujourd'hui, c'est que c'est du bon sens et c'est du bon sens économique. On s'en rend compte. C'est compliqué de faire le choix de dire j'ai les moyens de payer beaucoup plus cher pour avoir un impact écologique significatif. Peu de gens ont ces moyens-là. Bah aujourd'hui non. Et du coup, quand c'est du bon sens et quand en plus c'est économique, bah c'est une évidence de se dire bah oui, il faut le faire. Alors c'est pas parce que tu dis il faut le faire que tu es capable de le faire. Encore une fois, prédire c'est quand même très compliqué. Chiffrer des travaux, accompagner sur toutes les aides, accompagner sur la rénovation, sur le financement, c'est quand même très compliqué de le faire tout seul. C'est pour ça donc du coup que chez Frida Green, on a des équipes qui vont être capables de sourcer des biens, qui vont être capables du coup de définir tout le potentiel de rénovation énergétique. On chiffre ça, enfin on prédit les travaux, on prédit l'impact de la rénovation énergétique. Et donc du coup, nos clients, eh ben du coup, ils ont leur proposé des biens. Ils disent ah bah oui, lui il m'intéresse. Attention, on cherche d'abord sa résidence principale. On va pas décider de faire 300 km pour avoir un bien avec une meilleure performance énergétique. Non, on répond aux critères de base. Je veux un appartement à Paris dans le 17e arrondissement. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter on va lui trouver un F. On va faire 20 000 euros de rénovation.
et il va être en D ou en C. Parce que bon, sur des appartements, quand il y a du collectif, des fois c'est difficile d'aller chercher du BE ou du A. Donc du coup, on s'occupe de l'accompagner, donc de sourcer, de trouver le bien. Si le bien l'intéresse, il va le visiter. Si à la visite, il a envie de faire une offre, nous on chiffre précisément. Et une fois qu'il a réalisé l'offre, entre l'offre et le compromis de vente, on fait venir les partenaires travaux. Et là, ils chiffrent définitivement le projet. Donc du coup, nos clients sont complètement accompagnés sur la recherche, sur la prédiction potentielle du bien, sur le chiffrage, sur le financement. Financement, il y a plein de choses. Donc il y a le financement bancaire classique qu'on connaît tous, mais ensuite il y a tous les financements green, il y a des éco-prêts à taux zéro, il y a des banques qui proposent des prêts avec des taux bonifiés, il y a les aides. Alors les aides, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Il y a pas mal de monde qui adresse déjà ça, mais nous on est focus dedans. C'est très très compliqué de dire, bah en fait, est-ce que je change ça ou pas? L'enjeu il est là. Est-ce que j'ai un intérêt à le faire ou pas? Ben là, tu vas commencer à concevoir ton projet de travaux en fonction aussi de ce qu'on te propose en carotte en face. Et ça, c'est compliqué. Et ça, il n'y a pas grand monde qui aujourd'hui est capable de manager un projet de travaux en fonction des aides que tu vas obtenir. Si tu dis, mais non, mais j'ai pas les moyens de changer mon système de chauffage. Mais attends, regarde, si tu prends une pompe à chaleur RO, en fait, tu as une prime de 6 000 € dessus. Et elle te coûte 9 000 ou 10 000. Je dis, ah oui, effectivement, c'est pas la même, c'est pas le truc. Donc, du coup, ça, je peux le prendre en compte. Donc, tout l'enjeu que l'on a, c'est d'être capable de construire des projets de rénovation énergétique et de rénovation esthétique en fonction des aides que l'on va obtenir et de la valeur verte que l'on va créer. De la même manière, ça sert à rien de faire 300 000 € de travaux sur un bien qui ne retrouvera pas ces 300 000 €. On est là pour apporter du conseil. C'est-à-dire que dans certains endroits, et c'est vrai, dans des zones très reculées où le prix de l'immobilier est relativement bas, la rénovation énergétique, elle est complexe. Et ça, il faut que nos clients en aient conscience. Et nous, donc, tout l'enjeu sur cette notion de valeur verte, c'est de dire, bah, si tu fais 100 000 € de travaux, là, en vrai, sur ce marché-là, ça va te coûter que, tu vas récupérer que 50 aujourd'hui. Peut-être qu'au fur et à mesure de temps, tu vas arriver à 100, mais aujourd'hui, tu récupères que 50. Ou si tu fais des travaux ici, si tu fais 20 000 € de travaux, bah eux, ils valent déjà 30 ou 40 une fois que tu as réalisé tes travaux. Trop bien. Et votre modèle économique par rapport à ça, on vous confie des mandats de recherche ou vous avez une offre vas-y, un bois, hein, si tu veux, il n'y a pas de problème, je vois depuis tout à l'heure que je te coupe dans, Non, non, dans ton truc, non, non, pas il y de a pas de problème. problème. Mais ouais, quel est en fait votre modèle? Est-ce qu'aujourd'hui, ouais, est-ce que c'est un mandat de recherche? Est-ce que Ouais, c'est quoi? C'est du clairement. courtage travaux? Comment ça fonctionne? Non, non, clairement un mandat de recherche. On a voulu quelque chose d'extrêmement simple. C'est un mandat de recherche, c'est au succès. C'est un mandat de recherche simple. Nos clients peuvent chercher de leur côté s'ils veulent. Le truc rigolo quand même sur la recherche, c'est que ils cherchent des fois en parallèle et ils trouvent des fois en parallèle des biens, mais ils nous les envoient en fait. Pour que nous on les fasse passer dans la plateforme et on soit capable de faire de la prédiction. Donc ils disent ah mais peut-être que lui il est intéressant, mais c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un potentiel? Bah nous on passe dans la moulinette, dans nos outils de prédiction, on le retranscrit et on lui dit bah ouais, lui c'est possible. Bah là non, il y en a pour 70 000 € de travaux, ça explose son budget, donc soit tu augmentes l'apport, ça passe pas. Donc nous c'est 3,7% du montant du bien. C'est un défi au succès au moment de la vente chez le notaire. C'est clair, c'est carré, c'est un mandat de recherche simple. Nos clients, s'ils veulent chercher en parallèle, deal en parallèle et acheter en parallèle, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. On s'assure bien qu'on soit aligné, bien entendu, dès le départ. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un entonnoir qui est particulier. On prend du temps pour s'assurer qu'on est aligné sur l'enjeu écologique. Nous, 100% des biens sur lesquels on bosse, on doit avoir un DPE de sortie A ou C. Si on peut pas, D, ok, mais c'est uniquement si on peut pas. Des fois, on peut pas. Donc du coup, un Hmm. client qui nous dit, bah non, en fait là, c'est bien, je l'achète, mais finalement, je fais pas de travaux. On lui dit, ok, bah achète-le, mais nous, on rentre pas dedans. On veut être capable de certifier, de garantir à nos partenaires le fait que 100% des projets qu'on accompagne, on a un impact significatif, mesurable d'ailleurs, et qu'on va mesurer ensuite. Pour chaque bien, on va dire, voilà, on a économisé X tonnes de CO2, et on va être capable, pour nos partenaires, de présenter ça et de tenir un tableau de bord sur l'impact d'économie de tonnes de CO2 pour chaque opération qu'on réalise. Trop bien. Au niveau de ce pivot, j'ai l'impression que vous l'avez fait à un moment qui était un moment auto-centré, macro, c'est-à-dire sur votre activité initiale qui était l'intermédiation de crédit, ou le crédit, tu vas peut-être nous en parler, mais le crédit en 2022, en 2023, c'est pas ce que c'était les années précédentes. Et en plus de ça, il y a eu
voilà, il y a eu donc de manière micro sur votre activité, mais il y a aussi l'intérêt sur la partie green, et ça on vient d'en parler pendant quelques minutes. Donc du coup, comment aujourd'hui comment ça se passe aujourd'hui l'obtention des crédits et le business de l'intermédiation des crédits? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Ouais, on peut en parler parce que j'ai fait un post aussi LinkedIn récemment en disant que la crise du financement des startups était bon pour la planète. Bon, c'était un peu pour faire le joke, mais en vrai, il y a eu un changement quand même pour nous chez Frida sur deux sujets: le marché du crédit immobilier et le marché du financement des startups. Marché du financement des startups, avant de parler du marché du crédit immobilier, il a changé l'été dernier. On avait fait une première levée de fonds précise qui avait super bien marché. On discutait avec énormément de fonds d'investissement. On avait une traction qui était incroyable, une rétention qui était incroyable, une adhésion au produit qui était incroyable. On était toujours pré-revenu. On devait dealer avec les banques. Et c'est là où on arrive donc au deuxième sujet qui est le marché de l'intermédiation de crédit. Le marché d'intermédiation de crédit, il y a deux étapes. Il y a novembre-décembre 2019 et ensuite mars 2022. Novembre-décembre 2019, les banques ont dit le fonctionnement actuel avec les courtiers en crédit immobilier ne nous convient pas. Du coup, on change la règle du jeu. On réduit significativement les rémunérations, on déconventionne. Du coup, ça a fait beaucoup de bazar dans ce marché-là. Et c'est là où on a monté Frida. On s'est dit aujourd'hui, en fait, il y a une demande, il y a une opportunité de marché. Donc, on crée Frida et du coup, on rend autonome les utilisateurs là-dessus. Comme je disais, ça a super bien démarré. Notre modèle économique chez Frida, c'était de dealer avec les banques. On vendait nos dossiers de crédit aux banques dans des conditions différentes que les intermédiaires classiques, mais on était quand même dans un objectif de revenir à l'intermédiation de base, celle que moi j'ai connue en 2007 quand j'ai monté ma boîte, à savoir c'est gratuit pour le client. Parce que la banque te paye. Au départ, les courtiers étaient quasi tous gratuits. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on voulait revenir à cette intermédiation de base qui permettrait d'avoir aussi une volumétrie et une expérience incroyable. En mars 2022, il y a eu la crise en Ukraine et l'explosion des taux d'intérêt qui en ont suivi. Et du coup, ça a eu pour effet de contraindre significativement la marge bancaire. En gros, il y a une étude de la Banque Centrale Européenne tous les trimestres. Les marges bancaires françaises ont celles qui ont été les plus contractées au moment de la crise. Pourquoi? Parce qu'on a un dispositif qui est quand même relativement bien fait, qui a pour le coup peut-être montré ses limites, qui est le taux d'usure. Donc du coup, le taux d'usure est le taux maximum auquel une banque peut emprunter. Donc du coup, si le coût de l'argent coûte plus cher que le taux d'usure, elle prête à perte. Bon, je caricature, mais en gros, c'est ça le problème. Du coup, les banques se sont retrouvées dans une situation où ça leur coûtait trop cher de prêter. Donc elles ont arrêté de prêter. Nous, on discutait avec énormément de banques en ligne, on était sur une application mobile, forcément un parcours digital. La quasi-totalité des banques en ligne ont arrêté de produire du crédit. Il y en a peut-être certaines qui vont définitivement arrêter, voire disparaître de banques en ligne. Donc du coup, les banques ont significativement baissé la production de crédit. Alors, ça s'est pas fait immédiatement, ça s'est fait au fur et à mesure, parce que les gros financeurs, les Crédits Agricoles, les BPCE, qui représentent quasiment à eux deux 50% de part de marché, ça a mis du temps. Nous, on a constaté une baisse vraiment à partir de septembre 2022. En parallèle de ça, ça existait quand même depuis des années, il y avait une friction entre les banquiers et les courtiers. Et dès mars 2022, il y a eu une profusion d'activités médiatiques autour de l'effondrement du crédit immobilier. Les banques refusent 40% des dossiers de crédit. Donc ça, c'est les courtiers en crédit immobilier qui ont communiqué là-dessus. La réalité, c'est que pour moi, et là c'est vraiment une interprétation personnelle, les banques ont profité de ce moment de la fermeture du crédit immobilier pour se dire, on va en profiter pour essayer de mettre de côté un maximum de courtiers en crédit. Donc c'est-à-dire que dans certains cas, on avait plus de difficultés à obtenir un crédit via un courtier que d'aller directement dans sa banque. Nous, ce qu'on a constaté chez Frida, c'est que nos clients allaient se faire financer principalement dans leur banque. En vrai. Parce qu'à la fin, c'était eux qui étaient les plus en capacité de les financer. Donc, cette situation a fait qu'on était à 28 milliards de production de crédit au mois de mai. On est à 14 milliards là. Donc, il y a quand même une baisse significative de la production de crédit immobilier. C'est lié à une seule et unique chose pour moi, c'est le delta entre le coût de l'argent et le maximum que l'on peut prêter. Il y a eu des évolutions sur le taux d'usure, maintenant il évolue mensuellement. Et pour que la dynamique crédit immobilier revienne, il faut absolument que les banques reconstruisent des marges. Donc, en gros, il faut qu'il y ait un écart entre le coût de l'argent. Alors d'ailleurs, si ça intéresse certains, il y a des outils extrêmement simples pour le suivre. Le coût de l'argent, c'est l'OAT 10 ans, les obligations d'État, c'est l'indice de référence. On dit que c'est celui-là qui donne la référence sur le coût de l'argent d'une banque.
Et le taux pratiqué. Aujourd'hui, l'OAT, c'est 2,97. On prête à 3,30, 3,40. La marge est extrêmement faible. En moyenne, il faudrait qu'il y ait un point entre le coût de l'OAT et le taux de crédit. Pour juste recontextualiser, janvier 2022, l'OAT 0. Près 1%. Ah oui. On est passé du l'OAT à 0 à une OAT à 3% aujourd'hui. Donc, voilà ce qui a changé dans le crédit immobilier. Et la chute, là, que l'on a vue de la Silicon Valley Bank, c'est exactement ça. C'est une augmentation significative des taux d'intérêt. Bon, eux, ils se sont pas protégés sur cette augmentation. Et du coup, ça a rendu l'opération complètement inintéressante d'un point de vue financier. Ils ont eu une perte importante là-dessus. Et c'est ce qui est en train de se passer pour les banques, entre guillemets, en France. C'est-à-dire que elles ne peuvent pas prêter aux conditions auxquelles elles voudraient prêter parce qu'elles n'ont pas la marge suffisante. Donc il faut attendre. Il se dit que deuxième semestre 2023, ça devrait repartir. Parce qu'on commence à arriver, je pense, à un genre de plafond de l'OAT. Les taux vont continuer à augmenter progressivement et on va arriver à un moment donné intéressant. Petite aussi attention sur les taux d'intérêt. Ça peut faire très peur de se dire on emprunte à 3 ou 4%. En vrai, il faut quand même relativiser tout ça. On a en France une culture du taux. C'est pas du tout le cas. Vous allez parler à un Américain, un Anglais, il s'en fout de son taux d'intérêt. C'est pas ce qu'il importe. Donc en France, on a une culture du taux parce que c'est important d'avoir le meilleur taux. Et puis les banques ont joué ce job-là. Déjà, le taux, il faut le rapporter à l'inflation. Donc un taux d'intérêt, s'il n'est pas corrélé à l'inflation, il n'a pas trop de valeur. Donc déjà, il faut le rapporter à l'inflation et à la rémunération de l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas immuable, un taux d'intérêt. Il est renégocié. Moi, j'ai commencé en 2007, au moment de la crise de subprime, on avait des taux à 5,5%. 5,5%. Ouais. Et si on en parle à nos parents, ils rigolent, hein, du 3%. Ben oui, ils rigolaient complètement. Donc du coup, acheter aujourd'hui avec un taux à 4%, si dans 3 ans on le renégocie parce que les taux ont chuté et qu'il n'y a plus d'inflation, c'est pas grave. Ou s'il y a une inflation à 6% et qu'on emprunte à 4, l'opération elle est pas si mal. Donc du coup, il faut quand même systématiquement essayer de contextualiser un peu le contexte de hausse de taux avec une opération immobilière. Une opération immobilière, c'est pas son financement qui fait gagner de l'argent. Personne n'a dit, en 10 ans, j'avais des taux à 2%, je me suis fait 60% de plus-value. Non. Quand tu signes un taux, et comme tu disais, c'est pas immuable, donc c'est là où est l'erreur, mais quand tu signes un taux, tu signes pour 25 ans. Alors en l'occurrence, c'est faux parce que tu peux, si jamais ça baisse, tu peux le renégocier, mais il y a trop peu de gens qui le font. Et en fait, par contre, l'inflation, on se dit du jour au lendemain, ok, si ça se suit et que j'ai 6% d'inflation et que j'ai un taux à 5, bon, ben, ça vaut plus le coup que que dans d'autres circonstances. Mais par contre, si l'inflation redescend et que mon taux reste le même, ben à ce moment-là, ça vaut le coup clairement de renégocier. Et donc à ce moment-là, on n'a plus peur d'emprunter avec un taux qui est plus important. Dis-toi quelque chose, les courtiers en crédit immobilier renégociaient sur la production annuelle environ 30%. 30% de la production annuelle au grand moment de la renégociation. 30% des crédits qui étaient faits tous les mois dans les banques, c'était de la renégociation de crédit. Le marché est fait pour ça. Les intermédiaires en crédit sont là pour ça. Donc du coup, si aujourd'hui les taux sont élevés, soit effectivement on reste sur une phase haussière et du coup l'inflation va continuer, mais c'est peu probable, après je suis pas économiste, qu'on ait un maintien des taux d'intérêt très hauts et un arrêt de l'inflation. Surtout si on regarde quand même un peu sur un temps un peu plus long, c'est cyclique. C'est cyclique. Donc à partir du moment où c'est cyclique, on sait qu'il y a une phase, peut-être hausse de taux, qui va générer aussi des opportunités, notamment dans l'achat de biens immobiliers. Aujourd'hui, on est sur un ralentissement quand même du marché de l'immobilier et le marché il est orienté acquéreur. Moi, j'ai vécu dans le passé des moments où le marché est orienté acquéreur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Parce que quand le marché il est orienté vendeur, c'est compliqué. T'as pas le droit de décider. Tu négocies rien. On te dit t'achètes ou t'achètes pas et t'as 2 secondes pour décider. Là maintenant, le marché il est orienté acquéreur. On peut prendre le temps de négocier le prix des biens, de faire des bonnes opérations. Moi, il y a un marchand de biens qui m'a dit, tu sais Manuel, on s'en fiche de l'évolution du prix de l'immobilier. Il faut acheter pas cher et revendre plus cher. C'est tout ce qui importe. L'évolution lui-même du prix de l'immobilier, il est pas important. Et donc du coup, aujourd'hui, acheter un bien avec un mauvais DPE, c'est une super opportunité. Et d'ailleurs, c'est tant mieux que plein de gens se lancent dans ce business d'acheter des biens avec des mauvais DPE et qui n'ont aucune conscience écologique. C'est très bien. C'est vraiment OK. Ils feront du bien à la planète sans même l'avoir prévu au départ ou l'avoir conscientisé. Et c'est ça qui permettra de le faire de manière importante. Parce que si on a trop ce prisme dogmatique et compagnie,
on fait pas du volume. Et là, ce qui est important, c'est de rénover 1 million de biens tous les ans. On va pas changer les consciences du jour au lendemain. Par contre, si on leur dit il y a une formidable opportunité, foncez, achetez, bah, les gens qui en ont les moyens vont le faire. Ouais, bien sûr. Mais, et du coup, le métier du conseil en IMO, enfin, j'ai envie de dire, de l'accompagnement, parce que c'est un petit peu les nouvelles agences IMO, en fait, réellement, ce que vous êtes en train de mettre en place. Je pense à toi, je pense à Mastéos, qui est venu également sur le podcast, ce genre de business-là. Pour moi, vous êtes les nouveaux agents IMO. Mais vous allez plus loin dans l'accompagnement, il y a beaucoup plus de clés en main, etc. On se sent vraiment accompagné, coaché, presque, j'ai envie de dire. Tu le vois structuré comment ce marché justement? Donc toi, tu as pris l'angle du bien, enfin énergétiquement rénové, mais c'est pas le cas de tout le monde. Comment c'est structuré tout ça? Le location, investissement locatif.fr ou .com, je sais plus, enfin tous ces trucs-là. Alors, effectivement, c'est un marché qui est assez hétérogène. Déjà, nous, d'ailleurs, dans le bench que l'on a fait, on a identifié ceux qui étaient plus sur une proposition de valeur autour de la résidence principale et ceux qui étaient plus sur une proposition de valeur autour de l'investissement locatif. Sur l'investissement locatif, tu as des super boîtes, tu as Mastéos, Beanstalk. Effectivement, comme tu dis, ils ont révolutionné le game parce qu'ils se sont positionnés acquéreurs. Aujourd'hui, on est quand même dans un marché où c'est le mandat qui fait foi, c'est rentrer un bien qui fait foi. Et donc, du coup, l'acquéreur ne rapporte pas grand-chose. On a toujours dit que un acquéreur rapportait rien. Les chasseurs immobiliers, de manière générale, n'ont pas explosé le marché. Et donc, du coup, Mastéos et Beanstalk, c'est les premiers à s'être dit, bah, nous, on va proposer un truc end-to-end. On s'occupe de chercher. On t'accompagne sur le financement si tu veux. On t'accompagne sur la rénovation. Et même, on va plus loin parce que c'est du locatif. On trouve les locataires et on te gère ton bien. Donc, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et il y a des champions européens qui vont émerger sur ces sujets-là demain parce que clairement, ok, c'est les vendeurs qui ont le pouvoir pendant des années, mais c'est quand même les acheteurs qui sont là pour faire l'opération, et sans acheteurs, tu peux pas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a sur la résidence principale assez peu d'acteurs. Sur la résidence principale, sur l'accompagnement, tu as historiquement les acteurs de la chasse immobilière, Mon Chasseur Immo, Je rêve une maison. Eux, ils sont très orientés sur vraiment juste trouver le bien immobilier parce que t'as pas le temps. T'es à l'étranger, t'es expat, tout ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment j'ai pas le temps. C'est pas je veux faire des travaux, je veux rénover énergétiquement, c'est j'ai pas le temps. Et donc du coup, on fait rien d'autre. Et eux, donc, ils sont pas du tout positionnés sur une approche end-to-end, et ils sont pas non plus positionnés dans une volonté de transition écologique des bâtiments. Les seuls qui commencent aujourd'hui à parler de rénovation énergétique. Ils font presque un boulot de conciergerie en fait au final. C'est presque Oui, ça. C'est vraiment, complètement, ouais, je complètement. délègue, je fais D'assistant gagner du personnel, temps. ouais, d'assistant personnel, Ouais, effectivement, c'est ouais, ça. d'assistant personnel. Voilà mes critères. Faites le job à ma place et je paierai pour ça, et ça marche. Hein. Mm. Il y a clairement un marché pour ça. C'est pas le marché quand même de toute la transaction immobilière. Les seuls aujourd'hui qui se positionnent sur la rénovation énergétique, c'est Mastéos. Ils viennent de lever 13 millions avec EDF il y a quelques jours. Ils ont compris, et très heureusement, tout l'enjeu qu'il y avait au niveau de la rénovation énergétique française mais européenne. Hein. L'enjeu européen, il est colossal Mm. de la rénovation énergétique. Les contraintes sont européennes. Hein. L'objectif de neutralité carbone, c'est européen. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à adresser le marché français de la transition écologique des logements, il y a toute l'Europe qui est présente. Il y a des marchés qui sont très bien orientés sur la rénovation énergétique. L'Allemagne, par exemple, hein, eux, ils font ça depuis des années. Il y a des marchés qui le sont beaucoup moins, Espagne, Portugal, par exemple, autour de la rénovation énergétique, qui ont un parc immobilier un peu plus vétuste que dans certains autres pays. Donc, eux, ils commencent à prendre en compte ça. Par contre, Mastéos le fait dans ce qu'il sait bien faire, c'est la résidence locative. Et encore une fois, le prisme de la rénovation énergétique, comme je te disais tout à l'heure, il n'est pas exactement le même si tu fais de la résidence principale ou de la résidence locative. Nous, on fait de la résidence, de l'investissement locatif, mais là, quand tu rentres dans la plateforme, on va pas te dire le TRI de temps. Alors, bien entendu, on va être capable de donner des infos sur ces sujets-là, mais il est quand même plus orienté sur la résidence principale. Et nous, notre souhait, c'est d'avoir un positionnement qui est très orienté sur la résidence principale, plus que l'investissement locatif, parce qu'il y a déjà des boîtes qui commencent un petit peu à le faire et qui le font aussi très bien. C'est très clair. Et du coup, pour vous, les prochaines étapes, c'est quoi? Vous en êtes où et c'est quoi les prochains milestones à passer, à checker? Bah, nous on s'est lancé il y a à peu près 3 semaines. On a déjà nos premiers clients, on a 13 clients. Donc du coup, il y en a déjà qui sont sous compromis, il y en a qui font des offres. Donc on avance vraiment au fur et à mesure. On va
construire d'ailleurs toute notre tech au fur et à mesure avec nos clients. On a une première plateforme, un premier outil de prédiction, mais on est en train de le travailler. Les prochaines étapes, c'est être capable euh, de toucher un maximum de personnes, donc du coup de rentrer un maximum de clients. Donc c'est vraiment les enjeux qu'on se donne. Et notre objectif, c'est d'aller économiser 6400 tonnes à la fin d'année. Donc il y a plusieurs objectifs. Il y a un objectif en termes de bilan carbone, 6400 tonnes. Ça représente à peu près une cinquantaine de transactions. Donc, voilà. On veut d'ici la fin de l'année réaliser une cinquantaine de ventes pour être capable de montrer toute la capacité qu'a Frida Green à adresser ce marché-là avec une équipe formidable, une tech incroyable, pour aller convaincre aussi à un moment donné des financeurs pour passer à l'échelle. L'objectif, hein, quand même, c'est un passage à l'échelle, c'est de massifier la décarbonation des logements, hein, c'est notre mission. Et pour passer à l'échelle, il faut des moyens financiers conséquents. Trop bien. Là, aujourd'hui, votre plan d'action pour trouver les clients, est-ce que c'est des clients que tu avais chez Frida et que du coup, que vous avez passé chez Frida Green, vous avez accompagné là-dedans? Tu vois, moi, dans mon boulot, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Donc, t'as une expérience entrepreneuriale longue, mais tu es sur un projet récent. Et donc, du coup, là, ton tes premières ventes, tu l'as organisé comment ce Alors, premier tour, on a ce utilisé premier voilà. plein de choses. On a beaucoup communiqué et la communication c'est quand même important. On a la chance maintenant chez Frida, mais même le réseau et compagnie de beaucoup communiquer. Donc nos premiers clients c'est clairement de l'organique, des gens qui viennent de LinkedIn, des gens qui ont entendu parler dans le réseau ou des gens qui effectivement sont sur l'application mobile Frida parce que maintenant sur l'application mobile Frida, on dit à nos utilisateurs si vous êtes en train de chercher un bien immobilier, bah on a sorti un truc relativement cool, allez voir. Donc ça c'est la première phase de déploiement. Ça va nous permettre quand même de drainer pas mal de monde, hein, toute cette approche organique. Après, pour passer à l'échelle, on a deux pistes de captation client. On a une première piste qu'on connaît très bien, c'est le B2C, de l'acquise sur les réseaux sociaux. On a fait plus de 150 000 téléchargements avec l'application mobile Frida. On avait des coûts d'acquisition qui étaient excessivement bas. On était à 50 centimes le download, quand une finance a entre 4 et 10 euros aujourd'hui sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on a été capable de créer beaucoup de viralité, des publicités immersives. Les UGC maintenant se développent de plus en plus. Hein, donc le fait qu'un particulier se mette face cam à faire la promotion d'une entreprise, nous on le faisait depuis des années. Et donc du coup ça crée des publicités très immersives dans les réseaux sociaux. On génère de l'adhésion. Le marché du crédit immobilier, c'est pas un marché ultra fun. On a rendu quand même ça un peu plus cool, un peu plus chouette. Donc nous, notre enjeu, c'est d'être capable de fédérer une communauté autour de ces enjeux climatiques, autour de ces enjeux de rénovation énergétique et d'achat d'un logement. Donc bah ouais, c'est un super investissement. Donc ça, voilà, c'est du B2C classique. On sait très bien le faire. On a des outils, des leviers qui sont assez quali par rapport à ça. Donc ça va être la deuxième source d'acquisition après l'organique. Et la troisième source d'acquisition aussi, qui elle va être nouvelle qu'on n'avait pas avant, c'est du corporate. Du corporate en B2B2C. En gros, on a des objectifs qui sont mesurables et qu'on va mesurer de transition écologique des logements individuellement. Hein. On va être capable de dire, bah là, il s'est passé ça, et on va être capable de suivre ça dans le temps. Et donc, du coup, on peut proposer à des boîtes qui ont des enjeux ESG, RSE importants, bah, du coup, de proposer ça à leurs collaborateurs en disant, bah, écoutez, on a un partenaire, c'est Frida Green. Non seulement il s'occupe de tout, donc déjà tu délivres un service qui est plus même peut-être orienté CEO en disant bah franchement il s'occupe de tout, il vous trouve le bien, vous le financez, le rénove, mais en plus on va vous permettre de vous engager pour réduire significativement le bilan carbone d'un logement, la consommation énergétique d'un logement, et donc du coup on va mettre en avant. Donc, ça on commence à discuter avec pas mal de corporates, on a de très très bons retours là-dessus, et on sait que c'est quand même quelque chose de très important. C'est vraiment, je sais pas si c'est un grand assureur, tu vois, il y en a beaucoup qui ont des missions assez importantes, bah du coup on a accès à, un volume de clients qui est assez incroyable. Très clair. Et du coup, entre tes différentes expériences entrepreneuriales, si on prend juste, admettons, les deux projets, Frida Green, ou peut-être ce que tu as fait avant, je ne sais pas, est-ce que là, aujourd'hui, tu mets en place, Frida Green, est-ce que tu as bénéficié d'enseignements du passé? Et si oui, lesquels? Est-ce que justement, tu as fait les mêmes processus
pour déployer Frida Green que pour déployer Frida ou les autres choses que tu as faites avant? Ou est-ce que justement tu as profité de ce background pour faire d'autres choses? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu entreprends différemment? Voilà, pour clarifier ma question. Alors, oui, il faut apprendre de ses erreurs. Et clairement, si tu n'apprends pas de tes erreurs, si tu refais systématiquement les choses de la même manière, alors, sauf si tu es un sérieux entrepreneur génie, mais ça, il y en a très peu. Donc oui, on apprend de nos erreurs et oui, on fait les choses différemment. Ce qui a fondamentalement changé, c'est l'exécution et le go-to-market. Chez Freedom, on avait fait le choix de passer beaucoup de temps à construire un produit, à fédérer une communauté, à générer de l'adhésion autour de la communauté avant de monétiser. On a dit no way. On commence par monétiser et on développe en parallèle. Donc là, ce qui a changé fondamentalement, c'est que on a sorti une landing page, on a sorti un tunnel de conversion, on a rentré les premiers clients. Et en parallèle, on a pris une app en no code. En une semaine, on a mis à disposition un outil ultra quali. Bien entendu, on a toute la tech de prédiction derrière, mais on a mis front un outil no code qui nous permettait de délivrer pendant quelques semaines, quelques mois, quelque chose de très quali sans qu'on ait toute l'équipe technique qui derrière soit focalisée là-dessus. Donc l'enjeu a été moi quand j'ai présenté ça à mon board, à mes investisseurs, ils ont dit super projet, super intéressant. Combien ça coûte en cash? Combien tu crames avec ça? J'ai dit zéro. Je crame rien de plus. Je crame pas 1 euro de plus en faisant ce pivot. Donc ça, c'est vraiment important d'être capable de capitaliser et d'aller vite. C'est vrai que alors le changement de financement des startups a changé. En vrai, tu construis pas le même produit. Tu construis pas le même produit quand tu attaques de cette manière-là. Et donc du coup, ce qu'il faut gérer, c'est la frustration en disant attention, il faut quand même créer du produit. Le danger, en fait, c'est de faire que du service et de se dire bah en fait c'est cool, on fait des premières ventes, on va rentrer de l'argent et oublier le produit et oublier la tech et oublier du coup la barrière à l'entrée parce que tu as une bonne idée mais t'en as plein qui ont des bonnes idées et du coup si tu crées pas de barrière à l'entrée donc c'est très important en parallèle et c'est pour ça que on n'a pas dit tu vois on a à peu près 15 avec stagiaires et alternants chez Frida Green. On s'est pas dit bah en fait on repart à 3 et on recommence à 0. Non, on s'est dit on a une équipe qui est en place, qui s'est très bien exécutée. C'était ce qu'on nous a valorisé sur Frida, la qualité d'exécution et la vélocité que l'on avait. Ben, on va prendre la même chose et donc du coup on va construire une tech avec de la data et on va créer de la barrière à l'entrée parce que demain si tout le monde fait la même chose que nous, qu'est-ce qui va différencier Frida Green? Bah, c'est peut-être la qualité. Aujourd'hui, personne s'est lancé. Et ceux qui veulent se lancer sur de la prédiction sur une annonce immobilière, bon courage, parce que nous, ça fait déjà 4 mois qu'on est dessus. On s'est pris quand même un certain nombre de cartouches. Et donc, du coup, on a déjà cet avantage par rapport à un certain nombre de boîtes. Donc, c'est pas renoncer au produit, renoncer à la tech, mais c'est l'exécuter différemment. Et en vrai, un entrepreneur, il doit entreprendre selon un certain nombre de contraintes. Moi, je suis j'aime la contrainte. La contrainte, elle est importante. Si t'as pas de contrainte, à un moment donné, elle est mauvaise. On a donc des contraintes différentes. La contrainte qu'on avait chez Frida, c'est vous devez faire un produit incroyable, vous devez fédérer une communauté incroyable. On est parti là-dedans. La difficulté, c'est qu'effectivement, le marché a un petit peu changé et la monétisation a été complexe. Bah là, chez Frida Green, c'est vous devez aller faire tout de suite du chiffre d'affaires, mais vous êtes capable de créer une tech incroyable et des barrières à l'entrée. J'adore parce que autant sur le côté communauté que sur le côté produit, ce que je retiens de ce que tu me dis là, dis-moi si je me trompe, mais c'est que tu as démarré très vite en mode MVP, en mode on fait du no-code, on lance très vite, mais on n'oublie pas qu'on veut faire quelque chose à impact et quelque chose qui à terme sera complexe. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au MVP. Et trop souvent, moi tu vois, je donne des cours de Lean à la Sorbonne et trop souvent, je me rends compte que les gens veulent s'arrêter au MVP. Ben non, c'est dommage. C'est en fait, ça n'est justement que c'est le minimum. Et le minimum induit qu'il faut aller ensuite aller chercher le maximum, aller créer de la complexité, aller créer de la barrière à l'entrée. C'est une masterclass là que tu nous as fait là-dessus et tu as mis des mots sur un beaucoup. Truc. Voilà, franchement, merci. Enfin, moi, je le ressens vraiment personnellement parce que je suis quelqu'un de jamais content, en vrai. Et je trouve que la frustration est un moteur de création et un moteur de challenge. Et donc du coup, par rapport au MVP, la phrase qui dit si t'es pas mécontent de ce que tu sors, c'est que tu l'as sorti trop tard, c'est vraiment vrai et c'est très très dur. C'est très très dur de délivrer tout de suite, de dire attends, on a monté une app, on a une équipe de développeurs mobiles, on sort du no-code. En vrai, on fait ça.
Mais oui, on le fait parce qu'il faut le faire en 3 jours. Et en 3 jours, il n'y a rien de mieux. Et il faut accepter qu'effectivement, on a une équipe technique formidable et eux, ils vont aller dans le deep, dans la tech, dans la prédiction. Et le front, on s'en fout. On le fait avec une app en no-code derrière. Et c'est un business développeur. C'est Martin, notre business développeur, qui est devenu développeur du coup pendant quelques semaines autour de cette application de no-code. Et ça, c'est pas facile en tant qu'entrepreneur à accepter parce que tu dis en fait, là, je suis en train de faker complètement le truc. Mais non, en fait, le client, ce qu'il veut, c'est que tu délivres et que tu délivres vite. Et donc du coup, il faut être capable de délivrer vite, mais ne jamais effectivement, comme tu dis, oublier c'est quoi la vision. La notion de vision, elle est très importante pour un entrepreneur parce que sinon tu es focusé sur ce que tu es en train de faire là maintenant et tu dois régulièrement, et moi régulièrement mes équipes me disent Manuel, on a besoin de vision là, c'est pas assez clair. C'est quoi la vision? C'est quoi dans 6 mois? C'est quoi dans un an? C'est quoi dans 5 ans la boîte? Et ça change tous les 2-3 mois, peut-être que la vision elle évolue, mais il faut donner cette vision parce que si tu donnes pas cette vision, nous, par exemple, si on n'avait pas été capable dans l'équipe Frida Green de donner une vision très claire, tu avais toute une partie de l'équipe qui disait mais attends, je fais quoi? Enfin, moi je suis à l'équipe produit, moi je suis à l'équipe technique, vous utilisez no code, vous êtes en train de faire des premières ventes, c'est quoi mon job quoi? Ils m'ont dit non, attends, ça c'est la vision elle rassure, hein, bien sûr, elle fédère. Bien sûr, la vision elle est très importante. Donc exécuter très vite, mais systématiquement rappeler la vision. C'est très clair. Merci beaucoup pour ces apprentissages. Je trouve ça très bien. Et du coup, si on veut en savoir un petit peu plus, tu nous parlais de ton LinkedIn tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut suivre déjà Frida Green de manière générale ou toi de manière plus particulière? Alors sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus. J'ai vraiment décidé là. C'est un truc qui a changé, tu vois. Avant, j'étais pas présent sur LinkedIn ou assez peu présent sur LinkedIn. Je faisais quelques posts, peut-être 2-3 par an. Et là, je me suis dit non, c'est un sujet qui est trop important. Nos clients, nos partenaires sont là, donc je suis très présent sur LinkedIn et je vais vraiment. Alors, je vais saouler pas mal de monde, hein, désolé par avance, mais je vais vraiment essayer d'évangéliser tout l'enjeu de la transition écologique des logements. Donc, mon LinkedIn, on est sur Insta, on va essayer pareil d'aller fédérer une communauté autour de la transition écologique des logements. Donc, allez voir notre Insta, Frida Green, et bien entendu la landing page pour comprendre vraiment toute notre offre, frida.green sur tous les moteurs de recherche. Trop bien. Mais on mettra dans tous les cas tous les liens de l'épisode. Merci beaucoup Manuel pour ton temps. C'était passionnant. On a parlé plein de trucs. Startup, immobilier, crédit, entrepreneuriat. Tu vois, nickel. J'avais pas de doute. Et, tu vois, c'est trop bien. Bon, c'est super. J'ai appris beaucoup de choses. C'est un des épisodes où j'ai appris le plus de trucs à titre personnel. Donc vraiment, merci beaucoup. Je suis sûr que nos auditeurs auront apprécié. Allez suivre Manuel. Allez vous engager. N'hésitez pas. Hein. Faites-moi un message, envoyez-nous, vous avez des questions, des interrogations sur l'entrepreneuriat, sur la transition écologique des logements, sur l'immobilier, sur les taux d'intérêt. J'adore tellement ce que je fais que j'ai toujours des petits créneaux que je laisse dispo pour pouvoir partager avec des gens intéressés par ce sujet. Trop bien, c'est top. J'espère que le message est entendu et sera suivi. Bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.